Oui, après ce qui vient d'être dit sur la parole, le temps va faire un peu redondance, mais je voulais insister sur un point. Ah oui, vous n'avez pas de diapo ? Non, il n'y a pas de diapo. Sur un point qui est effectivement le temps. Parce que le temps, il engendre un certain nombre de tensions. Et je voulais faire un peu de sémantique pour commencer, parce que dans tous les mots qu'on utilise entre les soins et la justice, il y a beaucoup de mots qui sont communs. On parle de suspicion de cancer, on parle de condamnation. Et le temps est celui aussi de la guérison et de la condamnation. Alors, il y a le temps de la découverte et de la suspicion d'une pathologie, le diagnostic initial avec très vite l'angoisse, sinon de la mort, en tout cas un bouleversement total de la vie professionnelle et familiale, quand c'est des pathologies lourdes. Il y a le temps d'attente qui est toujours trop long entre le moment où un médecin, généraliste ou non, a une suspicion justement, et le temps où on peut aller consulter et être pris en charge par un radiologue. Il y a celui de l'annonce du traitement qui générera de la douleur, qui prendra du temps, sans que le patient puisse connaître d'avance l'intensité de l'une et la durée de l'autre, sans que le patient sache réellement s'il souffrira après d'un handicap, sans qu'il sache s'il se sentira d'une façon ou d'une autre condamné, complètement ou en partie. Et le soulagement qui viendra en cas de guérison n'effacera jamais l'angoisse vécue pendant ce temps. Il y a aussi parfois celui de la rechute, qui est elle-même une nouvelle condamnation, on reprend les termes de la justice, ou une aggravation de la peine initiale. Dans le meilleur des cas, il y a le temps de la guérison. C'est volontairement que j'ai pris des cas extrêmes, comme en justice, il n'y a pas que la perpétuité ou la mort. Il y a au contraire le soulagement d'être acquitté, d'être quitte. Il y a l'espoir de n'avoir aucune séquelle. Dans tous les cas de figure, le radiologue, qui est de plus en plus souvent en première ligne, devra prendre son temps. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et en tant que représentant des patients à la commission d'évaluation des dispositifs médicaux, et en tant que, puisque j'y suis rentré par le biais d'une association qui est l'association des familles de personnes cérébrolésées, on ne va pas là-dedans par hasard. Donc, à la fois, il y a du vécu et à la fois, il y a de l'observation et ce qui a été dit. Et si c'était fait encore plus vis-à-vis des internes et donc pour l'avenir, parce que le vieux professeur de médecine, on va peut-être pas forcément lui expliquer qu'il y a des mots et des jargons qu'il faut éviter d'utiliser, mais en tout cas pour les jeunes, ça serait bien. Je serais content de savoir combien il y a d'heures de psychologie dans la formation d'un médecin, parce que de temps en temps, on est quand même très très surpris. Et dans tous les cas de figure, donc le radiologue qui est de plus en plus souvent en première ligne devra prendre son temps vis-à-vis du patient comme vis-à-vis de la famille. Il n'est pas innocent d'annoncer à l'épouse, au mari, aux enfants les conséquences, par exemple, d'un trauma crânien lourd, d'autant plus que je ne connais pas de trauma crânien léger. On parle toujours de lourd, mais il n'y a pas de léger. C'est un peu comme les disques durs. Je ne connais pas de disques mous. Et il y a un autre élément qu'il ne faut pas négliger, et on retombe sur l'idée de justice, c'est la culpabilisation initiale. Le patient va forcément culpabiliser. J'aurais dû arrêter de fumer, j'aurais dû faire du sport, j'aurais dû être moins stressé, j'aurais pas dû me lancer dans des activités dangereuses, ou j'aurais pas dû oublier d'écouter mon corps en travaillant, par exemple, trop tard. Même dans des causes extérieures, un accident de la route, par exemple, on n'est pas toujours responsable, la culpabilisation existe. Si j'étais parti plus tôt, plus tard, etc., ça ne serait pas arrivé. Donc il y a déjà une culpabilisation du patient. Alors si en plus on en rajoute en l'inquiétant et sur ce qui va se passer plus tard, de façon extrêmement négative, assez souvent quand même, je suis très content que ça soit en passe de s'améliorer, mais il y a encore vraiment beaucoup de boulot. Donc si on ajoute, si on y a un côté psychologique, s'il y a un côté prise en charge, le simple fait, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, de s'asseoir en même temps que le patient, d'avoir des gestes, sinon affectifs, en tout cas de bienveillance,
de prendre son temps, et de ne pas utiliser un jargon médical parfaitement incompréhensible, évidemment, ça va améliorer grandement la vie des patients. Ça ne va pas améliorer leur guérison. Il faut pas, même s'ils vont être plus attentifs, ils vont tenir peut-être davantage compte du diagnostic, mais c'est simplement pour la qualité de vie. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce vécu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Paul? Oui, merci beaucoup pour ces paroles et le travail que l'on peut faire en commun. Je voulais prendre la parole en tant qu'enseignant pour dire que dans les facultés, il y avait de plus en plus de cours autour de ce sujet pour les médecins en formation. Donc c'était pris en considération. Et en tant que vice-président du Collège des enseignants de radiologie française, nous avons mis en place une formation spécifique dès la phase socle, puis la phase d'approfondissement autour de cette relation patient. Et ce que l'on a souhaité, puisque tout le monde voulait qu'on fasse des formations sur l'intelligence artificielle, en fait, on a pris le slogan qui est réel: 1 heure d'intelligence artificielle égale 1 heure de communication avec le patient, etc. Parce qu'il ne faut pas que la technique nous détourne du patient. Donc, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais en tout cas, c'est un sujet qui est travaillé et qui est identifié. Ce matin, on a accueilli toute la jeune promotion. Il y avait 500 personnes qui étaient présentes dans l'amphithéâtre. Et donc, on leur a répété que la discipline radiologique était une discipline clinique, soignante, qui devait s'intéresser aux patients et non pas uniquement aux machines. Merci, Jean-Paul. Oui, l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais l'intelligence réelle, ça me plaît bien aussi, y compris l'intelligence du cœur, qui n'est pas la moindre et qui n'a pas besoin forcément d'avoir... Enfin, il faut une formation, il faut la sensibilisation. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ce que vous venez de dire. Mais c'est vraiment se mettre à la place. À chaque fois, j'ai envie de dire, quand je suis confronté à ça, parce que j'ai présidé une association régionale des familles de traumatisés crâniens, j'ai envie à chaque fois que je suis confronté à une incompréhension totale, d'aller voir le médecin en disant: mais si c'était votre fils, si c'était votre femme, si c'était votre mari, est-ce que vous vous auriez dit les mêmes choses? Est-ce que vous vous seriez comporté comme ça? Et évidemment que non. C'est la vieille... Enfin, vous le savez, puisque je l'ai déjà dit à multiples reprises à la commission d'évaluation, dans ce pays, on a tendance à soigner les maladies. Et on ne soigne pas les malades. Alors, c'est en train de changer, et grandement, dans certains endroits, énormément. On l'avait déjà vu l'année dernière, puisque j'étais déjà intervenu l'an dernier ici. On avait vu des jeux de rôle, par exemple, qui ont été évoqués par madame tout à l'heure, qui mettaient les gens en situation, dans des situations vraiment compliquées, qui mettaient le jeune interne en situation de patient recevant une information totalement déroutante, voire bouleversante de sa vie. Donc c'était extrêmement important d'améliorer encore ça. Donc tout ce qui pourra être fait, et moi je suis prêt à intervenir autant de fois que vous voulez dans les cours que vous donnez pour faire avancer les choses.